sœur Yolonga Bernadette, qui nous fait l'honneur d'être ici en cet après-midi. Chers modérateurs, en particulier le docteur Fonko Marie-Christine et le professeur Koula qui arrive. Je salue l'arrivée des participants parce que c'est grâce à eux que nous sommes là. Je souhaite la bienvenue également aux panélistes, aux différents panélistes qui ont fait l'effort de nous livrer quelques connaissances scientifiques sur l'hémoculture. Je salue également l'arrivée des biologistes de tous bords, et surtout des étudiants, parce qu'on souhaiterait que ça leur profite vraiment. Donc ce n'est pas, je ne vais pas être long parce qu'il y a quelqu'un qui va présenter la société. Je vous souhaite tout simplement la bienvenue et que les travaux se déroulent bien. Bon après. Second intervention by Professor Boom Ya and Dr. Egwin Francis. The third speakers will be Baye William and Madame Fosun, and this will be concluded with Professor Gonsu and Dr. Okala. Please, thank you again. Thank you very much. We will be going straight away, but before the speakers come up, we will be having a brief introduction about the Association of Cameroonian Society for Microbiology. I will be handing over the mic to Dr. Fonkwa to preside over the next phase, which they are the speakers for the day. Thank you very much. Merci. Donc, je crois que les premières présentations ont été faites et il semble que nous avons aussi un certain timing à respecter. Je voudrais d'abord remercier le professeur Gonsu de m'avoir invité pour modérer cette session. Et je remercie tous les participants qui sont venus très nombreux. Et je vois aussi beaucoup de collègues, de biologistes et d'anciens collègues aussi du Centre Pasteur. Merci à vous. Et j'espère que les échanges seront fructueux. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à M. Kate Duplex, qui va nous présenter la SOCAMI, la Société Camerounaise de Microbiologie. La Société Camerounaise de Microbiologie, des Cameroonian Society for Microbiology. Il s'agit d'une société savante, apolitique et à but non lucratif. Comme toute association, n'est-ce pas, elle est constituée de plusieurs organes, une assemblée générale, un bureau exécutif, une trésorerie et bien entendu un commissariat. Permettez-moi, n'est-ce pas, de m'attarder sur les membres du bureau exécutif. Ici, il est constitué, n'est-ce pas, de plusieurs membres. Nous avons la présidente fondatrice, qu'on ne présente plus à la personne du professeur Laurence Bonso. Elle est enseignante de l'université, précisément ici à la faculté de médecine. Elle est chef de service, n'est-ce pas, de bactériologie au CHU. Elle est présidente, n'est-ce pas, de ASL. Elle est secondée par 3 vice-présidents, à la personne du professeur Abba Chéré, également professeur enseignant d'université du côté de Bouya, professeur Touka Michel, qui est aussi enseignant d'université, directeur médical technique au CACEL. Nous avons le 3e vice-président, professeur Yaboum, qui est enseignant d'université du côté des États-Unis. Au secrétariat général, nous retrouvons Mme Choula Corinne, Dr. Ekwin, Mme Fotine Anisset, qui est en service au laboratoire de bactériologie du CHU. À la trésorerie, nous avons Dr. Okala Cécile, qui n'a pas pu se déplacer, qui exerce du côté de l'hôpital général de Douala, Dr. Ngomé Rosanne. Au niveau de la communication, je suis votre serviteur et accompagné de M. Baye William, qui est également en service au laboratoire de parasitologie du CHU. Tout ce bureau, n'est-ce pas, est honoré par une personnalité qu'on ne présente plus, qui a bien voulu accepter nous accompagner dans notre projet. Il s'agit tout simplement de la présidente de l'honneur, professeur Sinata Poula. Quels sont
Quels sont les objectifs de la Société camerounaise de microbiologie? Il s'agit tout simplement de promouvoir, n'est-ce pas, notre vocation et la microbiologie, assurer l'éducation, favoriser la recherche à travers les publications, les rédactions des articles et stimuler des échanges. On retrouve au sein de la Société camerounaise de microbiologie on retrouve au sein de la Société camerounaise de microbiologie plusieurs types de membres. Nous avons des membres fondateurs, ce sont des personnes que nous avons préalablement citées au niveau du bureau. Nous avons des membres actifs qui sont tout simplement vous et moi, des personnes qui veulent bien adhérer, qui veulent bien s'affilier au niveau de la Société camerounaise de microbiologie. Nous y retrouvons également des membres honoraires, des personnes qui ont exercé, qui ont peut-être arrêté d'exercer, mais quand même qui ont de l'expérience et qui voulaient rejoindre la Société camerounaise de microbiologie. Nous avons des membres d'honneur qui sont des personnalités désignées par la présidente ou le bureau exécutif et adoptées par l'Assemblée. Nous avons également pensé à la diaspora en les désignant comme des membres correspondants et associés. Ce sont des personnes qui exercent hors du Cameroun à l'étranger. Nous avons également au sein de la société des institutions de recherche, des organisations internationales, des industries telles que des industries pharmaceutiques et même des sociétés qui font dans le matériel biomédical. Vous pouvez également, n'est-ce pas, adhérer à la Société camerounaise de microbiologie. En ce qui concerne les critères d'admission, en qualité de personne physique, vous devez être soit médecin, soit pharmacien, soit docteur en recherche ou alors docteur professionnel. C'est vrai que c'est l'actualité en ce moment au pays. Vous pouvez également être étudiant, doctorant en microbiologie ou alors étudiant en master, professionnel ou recherche. Les conditions, c'est de la première est de satisfaire, n'est-ce pas, aux critères d'admissibilité que nous avons cités préalablement. Adresser tout simplement une demande auprès de la présidente de la SOCAMI. Je vais demander aux étudiants de prendre note pour ceux qui veulent bien adhérer à la SOCAMI. Nous recevrons tout le temps des coups de fil pour prendre, n'est-ce pas, des critères d'admission. Vous présentez une demande auprès de la présidente de la SOCAMI. Vous présentez un curriculum vitae détaillé, signé, avec des références, et vous retrouverez au niveau du secrétariat une fiche d'adhésion que vous avez remplie et signée également. Et bien entendu, s'acquitter de ces droits d'adhésion. Parlons justement des droits d'adhésion, comme toute association, il est important, n'est-ce pas, de fonctionner. Et il faut rappeler que pour l'instant, la SOCAMI fonctionne sur fonds propres. Les droits d'adhésion sont uniques de 10 000 francs pour tout le monde, mais il y a à côté de cela des cotisations annuelles qui s'élèvent à 10 000 francs pour les étudiants, 10 000 francs pour les étudiants et 20 000 francs pour les praticiens et chercheurs. En ce qui concerne les industries pharmaceutiques, les industries de recherche et d'organisation, elles s'élèvent à 252 000 francs. Nous avons ici, n'est-ce pas, quelques images illustratives des personnes qui ont bien voulu créer au Cameroun une société d'échange. Comparativement à la Société française de microbiologie, nous avons la présidente fondatrice, professeure Hortense Bonsou, on ne le présente plus. Nous avons ici vice-président professeur Abachere du côté de Goya. Nous avons le vice-président numéro 2, professeur Foutam. Nous avons le vice-président numéro 3, professeur Yap Boum, pour des personnes qui ne connaissent pas. Nous avons ici notre secrétaire général, Mme Choula Gorine, et nous avons ici une image des activités de la SOCAMI. Il faut rappeler que la SOCAMI existe bel et bien et elle tient ses activités tous les mercredis du mois au niveau de la faculté de médecine de Boya. Bon, ici, je dois dire que la Société camerounaise existe bien officiellement et nous avons là le récépissé de déclaration qui nous a été délivré le 4 septembre 2017, numéro 50869. Merci de m'avoir écouté. Merci. La direction
du Centre Pasteur qui, je pense, va rehausser les discussions. Je salue également la présence des collègues de la faculté de médecine ici, des praticiens avec qui nous collaborons en ville, de nos étudiants qui sont là. Ce moment de science porte sur un sujet important, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'hémoculture. Et ma petite contribution, ce serait de faire un petit rappel historique et de vous rappeler également les indications de l'hémoculture. Cela s'articulera sur ces points, une définition, l'historique bien sûr, l'épidémiologie, les bactéries, les indications de la prescription de l'hémoculture et un intérêt, l'hémoculture dans certaines pathologies infectieuses. Comme toute pratique, c'est important de savoir de quoi on parle. Qu'est-ce que c'est que l'hémoculture? C'est un nom combiné, composite, qui vient du grec aima, qui veut dire sang en français, et du latin cultura, qui veut dire culture en français. Donc, en termes de définition, c'est la culture quantitative de sang à la recherche d'une étiologie microbienne. Ça peut être une bactérie, ça peut être une mycobactérie, une bactérie spécifique, et ça peut être des champignons ou autre chose. Comme toute activité, comme tout acte que nous pratiquons quotidiennement, il y a une histoire. Chaque chose a une histoire. Et l'hémoculture a une histoire également, qui commence à la fin du 19e siècle avec des chercheurs français, M. Darren, qui, pour la première fois, met en évidence un bâtonnet dans le sang de moutons morts de charbon. 10 ans plus tard, c'est un autre Français, Alfort, c'est dans une banlieue parisienne, qui essaie de mettre en culture, c'est le sang de mouton, contaminé, et il essaie d'identifier les étiologies bactériennes responsables de cette infection du mouton. En 1863, le chercheur Pasteur que vous connaissez très bien, et certains collaborateurs, notamment Robert Koch en Allemagne, et David encore en France, établit le lien entre les bactéries dans le sang et les signes cliniques observés chez le mouton. En 1866, donc 3 ans plus tard, cause effet à Strasbourg, toujours en France, identifie une bactérie dans le sang d'une patiente souffrant de fièvre typhoïde. Et ils font une expérimentation sur le lapin en injectant ce sang chez le lapin qui est contaminé par cette bactérie. En 1876, M. Robert Koch essaie de faire la culture des bactéries sur le sérum de bœuf. Dans la décennie 80-90, la pratique de l'hémoculture va commencer à se vulgariser, mais cette fois avec des prélèvements capillaires sur la pulpe du doigt, et progressivement ça va se développer. Mais comme vous le savez si bien, le sang est possible microbien, aussi bacillaire. Donc, avec de très très petites quantités de sang capillaire, il est difficile de tenir de bons résultats en culture. Donc, les chercheurs pensent à autre chose, à faire des cultures quantitativement beaucoup plus importantes. C'est pour cela qu'on commence à faire des prélèvements de venin pour avoir des quantités de sang importantes qui peuvent permettre de mettre en évidence ces bactéries. Et en 1895, Scott Muller, à la suite de Koch et Petri, va pouvoir faire des répliquages à partir des flacons d'hémoculture sur les boîtes de Petri. Et ainsi, à la fin du 19e siècle, les codifications en matière d'hémoculture telles que nous pratiquons aujourd'hui sont déjà élaborées, à quelques différences près, mais c'est le même principe. Sur le plan épidémiologique, quelques repères. Donc aux États-Unis, actuellement, c'est 200 000 bactériémies par an, avec 40 à 50% de mortalité. En Europe,
c'est 20 à 30% de bactéries liées aux soins, avec 30% de mortalité. On a fait une étude ici en 2011, j'avoue qu'il n'y a pas beaucoup d'études chez nous. Nous avons retrouvé 23% d'hémoculture dans les hôpitaux de Yaoundé. Alors, quelles sont les conditions devant lesquelles nous devons penser à faire une hémoculture? D'abord, la première chose, le concept de bactérémie. Il faut bien comprendre le concept de bactérémie et les septicémies qui peuvent suivre une bactérémie. Le bactérémie, c'est le passage de sang, de bactéries dans le sang. Bactéries, de champignons ou autre chose dans le sang. Ce passage peut être symptomatique ou non. Ce passage peut persister et déboucher sur une septicémie, qui est une entité grave. Et la septicémie peut revêtir plusieurs tableaux de gravité, en commençant par le plus simple, qui est le syndrome de réponse inflammatoire systémique, caractérisé par une élévation de la température, fièvre, ou alors une hypothermie. Donc, fièvre supérieure à 38,3, une hypothermie inférieure à 36, avec une tachycardie supérieure à 90 par minute, un rythme respiratoire, une tachypnée supérieure à 20 par minute, une glycémie élevée, une leucocytose ou alors une leucopénie, c'est possible, avec une myélémie qui dépasse 10%. Une altération des fonctions supérieures peut être observée et le temps de recollation des capillaires, c'est-à-dire où vous appuyez un peu sur la pulpe, ce temps de recollation dépasse 2 secondes. Et si vous mesurez la lactémie supérieure à 2 mmol par litre. En dehors du syndrome de réponse respiratoire inflammatoire, il y a un stade qui est élevé par rapport à ce stade-là, c'est le sepsis, qui associe le syndrome de réponse inflammatoire avec la présence d'une infection identifiée ou présumée. Le sepsis également peut s'associer à un des critères, notamment la lactémie supérieure à 4 mmol par litre, l'hypotension artérielle avant remplissage avec tension systolique inférieure à 90 mm par de mercure, ou une tension artérielle moyenne inférieure à 70 mm de mercure, ou une chute qui est supérieure à 40 mm de mercure sur les tensions antérieures connues. Peut s'associer également à une dysfonction organique avec un rapport pression de CO2 sur pression de O2 en respiration normale qui est inférieure à 300, une créatininémie élevée, un INR élevé également, une thrombopénie inférieure à 100 000 par millimètre cube et un Glasgow inférieur à 13, une oligurie. Et cette association débouche sur un sepsis sévère. Le sepsis sévère également peut évoluer vers le choc septique avec une hypotension artérielle qui est basse malgré un remplissage vasculaire et avec nécessité à ce moment d'administrer des amines vasopressives. Et puis, le dernier stade, le stade gravissime, c'est le choc septique réfractaire où même l'administration des amines vasopressives n'a aucun impact. Bon, quels sont les critères devant tout ce cas? Quels sont les critères qui peuvent vous décider à prescrire l'hémoculture? Il y a des chercheurs qui se sont penchés sur ces critères. M. Patz, par exemple, a décidé de définir quelques critères en utilisant des éléments qu'on peut observer chez les patients. La température qui est supérieure à 38,3 avec des scores qui vont de 0 à 4. Donc, une température supérieure à 38,3, vous avez un score de 3. On va dire rapidement un score de 4, avec facteurs de comorbidité qui sont coma ou mort, perforation digestive, il y en a plusieurs. Si vous faites l'association de ces facteurs chez un patient et le score dépasse 6, il y a un risque élevé de bactéries. Si le score est inférieur à 2, le risque de bactériémie est faible. Donc, c'est les éléments sur le plan clinique sur lesquels vous pouvez ces éléments. Il y a d'autres
facteurs cliniques qui sont importants, bien codifiés, notamment sepsis, sans point d'appel clinique, avec frisson et ou fièvre supérieure à 38,3, ou hypothermie chez les enfants les tout petits ou chez les sujets âgés, parce que la réaction chez les tout petits ou les sujets âgés peut être une hypothermie. Dans ces conditions, il faut penser à faire l'hémoculture. Il peut s'agir d'un sepsis après acte chirurgical ou après acte instrumental invasif, notamment les cathéters périphériques ou cathéters centraux surtout. Pensez, quand vous avez un état général altéré, il faut y penser, il faut penser à faire une hémoculture. Si vous êtes chez un sujet valvulopathie, il faut y penser également. Bon, vous pouvez également avoir des sepsis avec point d'appel clinique comme la méningite, l'endocardite, la pneumonie, la pyélonéphrite ou une abcès intra-abdominale. Pensez à faire l'hémoculture. Vous pouvez être en face d'une fièvre inexpliquée, c'est clair. Vous pouvez être en face d'un choc inexpliqué. Vous pouvez être en face d'une souffrance néonatale. Vous pouvez suspecter un sepsis, notamment dans une immunodépression. N'hésitez pas à prescrire une hémoculture. Il peut arriver que vous répétiez une hémoculture parce qu'en général, un train d'hémoculture suffit. Mais il peut arriver que vous répétiez une hémoculture. Il y a des conditions dans lesquelles vous devez répéter ces hémocultures. Donc, devant un épisode fébrile, après 48-72 heures d'appylexie, pensez à faire une hémoculture. Si la fièvre persiste avec une survenue d'un nouvel épisode clinique, il faut penser à faire une hémoculture. Vous pouvez faire également l'hémoculture dans la surveillance thérapeutique d'une endocardite à 72 heures. Il faut penser à le faire. Si vous êtes en phase d'une granulocytose fébrile avec une hémoculture positive antérieure, pensez à répéter une hémoculture pour faire le contrôle. Des malades sous antibiotiques, au moment des hémocultures antérieures, pensez à faire une hémoculture de contrôle. C'est dans ces conditions que vous pouvez répéter les hémocultures. Sinon, généralement, un train d'hémoculture suffit. Il y a un intérêt à faire des hémocultures dans certaines affections assez spécifiques, comme la méningite, parce que c'est important. Quelquefois, vous avez des méningites avec bactériologie négative, alors que vous avez 50 à 75% d'hémoculture positive dans les méningites, même si le liquide céphalo-rachidien vous donne un résultat négatif. Et c'est visible à 75% pour le pneumocoque, à 50-90% pour l'hémophilus influenzae, 40 à 60% pour le méningocoque. Et l'administration au préalable d'antibiotiques avant ces hémocultures réduit de 20% leur positivité. Au cours des pneumonies, il faudrait bien faire un discernement des pneumonies acquises en ville ou les pneumonies dans les institutions, acquises en dehors des institutions, ou les patients hospitalisés au niveau de la sécurité 1 ou 2 à l'hôpital. Ce n'est pas recommandé de faire des hémocultures. Pour les patients hospitalisés dans des services niveau sécurité 3 et 4, en dehors des soins intensifs, les hémocultures peuvent être recommandées. Pour les patients hospitalisés aux soins intensifs, les hémocultures sont fortement recommandées. Au cours de l'infection génito-urinaire, notamment la pyélonéphrite, si c'est une pyélonéphrite simple,